Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 86e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Wojtek Wolski. Quel joueur il était, Wojtek Wolski. Il est-tu comme des origines polonaises? Il est absolument il est polonais. Ouais, ok. Il fallait le vérifier. L'un des rares joueurs internationaux polonais, d'ailleurs. Écoute, pour ce 86e épisode, on débute bien évidemment, et ce sera le segment d'ailleurs, mise en échec. Parce que, bon, on a eu les championnats mondiaux juniors qui se sont passés durant le temps des fêtes. Et étant donné qu'on revient aussi pour Dans les Gradins, le premier épisode depuis le temps des fêtes, on se doit d'en parler. L'équipe canadienne qui a terminé 3e, je vous le rappelle, la médaille de bronze. Moi et Phil, on a eu certains mots ou pas à dire par rapport à cette équipe-là, mais aujourd'hui, on va vous faire non seulement un petit rendement de ce qui s'est passé, mais aussi notre bulletin pour chaque joueur de la formation canadienne, à voir si on est d'accord l'un envers l'autre, de la performance de nos jeunes joueurs canadiens au championnat mondial junior. Par la suite, évidemment, pour bien terminer l'épisode, ce sera le segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine. Là, Phil, avant d'embarquer dans le segment mise en échec, tu as pris le plaisir de nous ramener le tableau de notre pari qui, je vous le rappelle, a été dit dès l'une passée, il y a 3 mois, où les seuls joueurs qui comptent dans notre pari, dans le fond, où vous voyez le nombre de points affichés au tableau, c'est les joueurs qui n'avaient jamais joué pour l'organisation, soit les Penguins de Pittsburgh et le Canadien de Montréal, avant avant septembre, bien sûr, avant la dernière saison de la Ligue nationale de hockey. On va passer joueur après joueur, puis on va dire la note, puis après ça, on en discutera tranquillement, mais sûrement des notes qu'on aura données. Je vais te laisser commencer. Toi, tu l'as fait en ordre de F en descendant, je parle décroissant. Oui. Pour chaque lettre, je divise en 3. Il y a F-, F, F+. Okay. Donc, ça me fait 18 paliers. Si tu veux, il y en a qui sont vides là aussi. Mais il y a 3 joueurs dans F- déjà pour partir. Moi, j'ai juste mis F. F et E, c'est juste des lettres. Non. Moi, j'ai... je me suis pas gêné, là. Ben Danford. Yeah. Celui-là, là, s'il y avait G, là, il serait proche. Ben Danford était un désastre. OK. Tout le monde a eu de la misère défensivement. Puis je veux pas juste blâmer les défenseurs parce que les attaquants faisaient pas leur travail dans la zone défensive. Je suis d'accord. Puis ça faisait en sorte que les défenseurs étaient encore plus taxés, puis que ça leur en demandait plus. Donc oui, c'est sûr qu'il y a ça aussi. Mais Ben Danford était parmi toute la médiocrité là, en zone défensive. C'était le commandant en chef. Là. Tu trouves? OK. Écoute, on va voir. Non, mais ouais, c'était grave. Puis pas seulement ça, il y avait en plus Ben Danford, c'est pas comme si tu peux dire au moins il se reprend offensivement. Non. Je veux dire, il se reprend sur le banc. Il faisait rien, il était toujours à terre. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, je sais pas c'était quoi son amour avec la patinoire là. Mais comme tu sais, on dirait qu'il prenait la patinoire pour un gros popsicle là. Il se mettait à terre, il léchait le. T'as tellement d'émotions que t'as juste commencé à chier dessus. Non mais regarde. Comme l'idée c'était juste les passer, mais t'aimais tellement pas Danford que t'as déjà commencé ton Regarde. Je suis correct avec ça. Danford est un F-. Point à la ligne. Étonnamment, il y en a d'autres qui sont dans la même catégorie. Là. Je l'ai dit, s'il y avait eu un G, il aurait été là. Mais Jet Luchenko était aussi un F-. Terrible. Mon Dieu Seigneur. Jet Luchenko. Pour un gars qui a passé du temps dans la Ligue nationale de hockey aussi avec les Flyers, je me dis, comme, y a-tu appris quoi que ce soit? C'était un F. Non, je veux dire, non, c'était pas beau du côté de Jet Luchenko. L'autre, c'est Cam Reed. Parfait, super. J'ai pas aimé Cam Reed non plus. En parlant de gros popsicle, lui, ça fait un autre. Ça, c'est un autre F-. Puis, je finis avec mon F aussi. Vas-y. L'autre F, c'est juste un F plain, là, c'est Cole Rushney. Ouais, non. Oh! J'ai pas aimé la game de... C'est-tu vrai? Non, pas aimé la game de Rushney du tout. OK, on l'a sur 2 différents échelons complètement, Cole Rushney. Le seul F que j'ai sur ma board, parce que j'ai été pas mal moins sévère, on dirait, c'est Jet Luchenko. Pour moi, de loin, le pire joueur de l'équipe. Je pense pas que c'était proche. Okay. J'ai jamais vu
Le Canada jouait à 11 attaquants, c'est pas compliqué. Il était pas là. Pour quelqu'un qui est repêché 17e au total, ça l'a pas paru. Puis de l'expérience dans la ligue non plus. Je sais pas s'il s'attendait de dominer parce qu'il a joué dans la Ligue nationale de hockey cette année, mais clairement, ça n'a pas été le cas. Je vais passer au E parce que j'ai quelques personnes dans ma section E. Le premier, c'est Cam Reed. Je pense que ça va de soi. Terrible. Il lichait la glace. Un peu plus, puis il restait collé là, sa langue. C'est le seul que j'ai dans le E, à l'exception de Zane Perek. Zane Perek est dans le E. Et c'est pas pour son travail offensif, mais c'est pour... Je me suis dit, OK, au début, je l'avais mis dans la région du C, parce qu'il fallait que je fasse un bon milieu entre le Z défensif et le A+ offensif. Mais après ça, je me suis dit, est-ce que son apport offensif a été de tel que ça l'a aidé le Canada à gagner comparativement à ce qu'il a laissé défensivement? Je me suis dit non parce qu'il était pourri contre la Tchéquie. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la région des E, même s'il a battu le record pour le plus grand nombre de points pour un défenseur dans les championnats mondiaux juniors. Je m'en fous si t'en fais 15. Si t'en alloues 27, c'est ça le problème. Il a quand même été nommé parmi les 3 meilleurs joueurs canadiens au tournoi. Là, j'en conviens. Bref. C'est de même que je l'ai vu. Juste pour sa game contre la Tchéquie, je le mets dans le... Moi, je trouve que c'est harsh, là, personnellement, parce que tout le monde faisait des erreurs défensivement. Je veux dire, il n'y a pas vraiment un qui était meilleur qu'un autre là, à ce niveau-là. Oui, c'était bad, mais comme tu regardes son jeu, tu sais que comme c'est clair qu'il y a beaucoup de upside quand même. C'est clair qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est juste ses passes, la façon dont il passe la rondelle, sa patinoire aussi, puis sa vision aussi dans la zone offensive là, justement pour lancer. Puis oui, ses points, c'est sûr, il a joué en avantage numérique beaucoup, etc. Donc, ouais, c'était attendu là, dans un certain sens. Mais moi, je peux pas le mettre dans E parce que c'est comme... Je pense pas qu'il était à ce point. Il était négligent défensivement. Oui, il était négligent défensivement. Puis son problème aussi, comme on dirait, il n'y a pas trop la awareness. Des fois, il va faire des pinches. Il est lâche. Oui, il y a ça aussi. Il est lâche. Il est lâche. Puis il néglige un peu la zone défensive. Puis il y a vraiment trop une vision. C'est une dimension, là, quand même, son jeu. Mais comme. Il a tellement fait offensivement. J'ai tellement... Comme, vraiment, quand il est dans la zone offensive, il se transforme. C'est incroyable. C'est une métamorphose. Puis, je veux pas faire abstraction de ça puis le mettre aussi bas que eux, là, quand même. Parce que je pense que c'est quand même un modèle de joueur qui commence à trouver du succès dans la Ligue nationale de hockey aussi, des défenseurs comme ça qui ont vraiment une vision offensive, un instinct offensif comme ça. Puis que, oui, je pense que c'est la jeunesse aussi, puis il y a encore du temps pour développer ce côté-là de son jeu. D'avoir où tu l'as mis. T'avais des personnes dans le E, j'assume? Oui, Braden Coots, que j'ai mis dans le E, puis Keshawn Aitchison aussi. Avec plaisir. Deux joueurs, honnêtement, juste 2 joueurs qui m'ont pas laissé une impression quelconque. Je me suis dit, je vais juste les mettre dans le E parce que Aitchison semble avoir quand même comme une bonne composante physique là, à son jeu. Je pense un gars quand même qui peut jouer comme un jeu assez physique, tasser des adversaires. Il a quand même le frame pour ça aussi. Mais il a pas démontré énormément. Il l'a montré une fois. Là. Il a tué un Finlandais, mais après ça, à part de ça... il l'a montré une fois. Mais j'ai pas trouvé que c'était un défenseur vraiment qui était stand-out. Là. Ça, c'est sûr. Puis, Coots n'a pas joué beaucoup. Non, il n'a pas joué beaucoup. Franchement, c'était pas un gars qui était très, très présent. OK, c'est ça. C'est pas mal ça pour Coots. Oui, c'est ça. Fait que t'es prêt pour passer au D comme ça. Oui. J'assume qu'il y en a beaucoup de cette. Il y en a juste un. C'est-tu vrai? Oui. Je pense que j'en ai 7. OK. Vas-y donc avec ton seul. Moi, je suis heavy sur le F. Fait que c'est normal que... Il y en a juste un dans le D, puis c'est Porter Martone qui est dans le D. Puis
Honnêtement, D'accord avec ça. c'est pas tellement pour la façon dont il a joué, plus que la façon dont il s'est comporté. Là. Je suis d'accord. C'est un gars qui portait le C sur son chandail. Puis, ce tournoi-là, ça a juste. Écoute, il y a eu plusieurs problèmes avec l'équipe Canada, mais je pense que le leadership puis l'attitude aussi, comme ça a mal commencé déjà avec l'histoire de. Il n'y a pas eu de poignée de main lors du premier match. Puis ça, comme. Tu sais, tu peux pas blâmer un joueur pour ça, mais si tu en avais un à blâmer, ça serait le capitaine aussi dans une certaine mesure. Comme tu sais, faut que tu aies quand même un espèce de sens de la responsabilité, puis de rallier ton équipe, puis de dire, OK, les gars, on va donner la main, comme tu sais, ça devrait être le premier à se rendre au centre de la patinoire pour faire justement ce geste-là. Puis après ça, il y a eu, les attouchements, si on peut dire. Là. Ouais. Qui tape aux fesses volleyball style. Ouais. Près du banc de la Tchéquie. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui devrait pas se produire. Là. Je comprends pas pourquoi. C'était quoi la réflexion à ce moment-là. Mais juste comme un contact qui était absolument pas nécessaire, puis une interaction qui aurait pas dû arriver. Puis c'est juste, ça envoie un mauvais message à l'équipe. Sinon, je l'ai pas trouvé comme terrible. Là. J'aurais pu le mettre plus bas aussi si ça n'avait pas été de sa production offensive. Je veux dire, quand même été chercher 8 points, je pense, au cours du tournoi. Donc, c'était pas mauvais. C'est un joueur pour moi qui est overrated aussi pour le Martin. Il joue très bien en plus dans l'NCAA présentement. Ça n'a juste pas paru. Ouais, c'est dommage. Ça n'a pas paru. Puis non, j'ai pas. Écoute, j'avais des attentes par rapport à lui, puis ils ont juste pas été rencontrés. Je suis d'accord. J'ai 4 personnes finalement dans la région des D, dont 3 défenseurs. On débute avec Ben Danford. On peut passer au prochain appel. Okay. C'est généreux, ça, honnêtement. Oui, je sais. Ben, c'est parce qu'il jouait pas à moitié non plus. Il a joué beaucoup de minutes au début du tournoi, mais évidemment, en fin de tournoi, tu le voulais pas sur la glace. Fait que tu faisais confiance à qui? Le jeune Carson Kurels, qui pour moi était invisible. Et donc, pourquoi il mérite un D? Juste un D. Même chose pour Ben Danford. Malgré que, non, Danford, c'est un D moins. Que Sean Aitchison fait aussi partie de la famille des D. Gare, que Sean Aitchison, je vais être rapide, il pourrait devenir une version de Dustin Byfuglien. C'est un train que Sean Aitchison, mais il n'y a pas cette intelligence défensive-là encore, je pense. Il manque un peu de maturité à son jeu. J'ai hâte de voir où il pourrait se rendre. Par contre, je pense que c'est quelqu'un que je vois avoir un bon potentiel. Pas comme à la Scott Stevens, parce qu'on peut plus jouer ce genre de hockey-là de ce jour. Mais tu sais, quelqu'un qui est capable de donner, comme apporter ce côté physique-là tout en jouant dans les règles du jeu aussi. Je pense qu'il manque juste un peu de maturité. Bien hâte de voir où il va se rendre. Puis à D, moi, j'ai Michael Misa. Quand tu es le deuxième choix au total d'un repêchage et que tu fais absolument rien pendant quelques matchs et tu te débloques bizarrement pendant une game pour faire 3/4 de tes points, moi, ça m'inspire pas confiance pour un premier centre. Et surtout avec je sais pas quoi dire. C'est pas une bourde, c'est la pire chose que tu peux faire. À 4 contre 4, quand tu vas te rendre en avantage numérique dans 30 secondes pour possiblement égaliser la marque dans un match de demi-finale extrêmement important, puis tu vas mettre ta main sur la rondelle après une mise en jeu quand tu le sais clairement que c'est illégal. L'une des pires pénalités que j'ai jamais vues dans les championnats mondiaux juniors se mérite facilement un des moins. J'en parlerai pas plus parce que bon, il méritait vraiment pas. Je sais pas comment tu l'as dans ton C, mais tout le monde a ses opinions, là, évidemment. Dans le C, justement, j'assume que Michael Misa, il figure... B-. Oh, wow, OK. Et dans ton C, il y aurait... Il y a Carson Kurels qui est là, que tu viens juste de mentionner. Je veux dire, il n'y a pas énormément de temps de glace, Carson Kurels, puis j'en aurais peut-être donné plus. Je veux dire, c'est un jeune joueur, oui, évidemment. Faisait partie des... il y avait 2 joueurs de 17 ans, non? Avec Keaton Verhoff aussi. Puis, ils n'ont pas été utilisés énormément les deux, mais comme je trouve qu'il a quand même fait le travail là, de ce que j'ai vu. Comme quand il était sur la patinoire, je veux dire, on l'a pas remarqué trop, puis pour lui, c'est une bonne chose parce que quand tu es jeune comme ça, on s'attend à voir des erreurs. Puis je pense qu'il n'y a pas eu nécessairement d'erreurs trop coûteuses de sa part. Donc,
je pense que c'est quand même un tournoi comme plus ou moins satisfaisant pour un jeune de cet âge-là. J'ai hâte de le voir l'année prochaine. Je suis sûr qu'il peut devenir un joueur facilement dans un palier B ou A, là, si on voudrait le placer à l'intérieur de ces tiers-là. Brunick, j'ai donné un C. Voilà, juste à plus, je l'ai vu jouer avec les Penguins, puis je sais que c'est un défenseur qui a du potentiel. Je pense qu'il y a peut-être comme des gens qui ont pas la bonne idée de ce qu'est Harrison Brunick. Comme c'est pas un gars qui va aller te chercher comme des gros points. On dirait qu'il ne fit pas vraiment le moule des autres défenseurs de l'équipe Canada. Comme, c'est un peu un gars qui était à part dans sa propre catégorie, j'ai envie de dire. Puis, il a fait un bon travail. Je pense, comme couverture défensive, il était quand même correct. Là. Comme, je trouve, devant le filet, il s'occupait bien de ses gars. Mais il a peut-être souffert un peu aussi de justement la couverture des autres joueurs. Que Sean Aitchison. Oui, qui était pas excellente. Mais ouais, écoute, t'es assistant capitaine pour ce tournoi-là. C'est un des joueurs qui avait de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Fait que j'aurais voulu le voir un peu plus comme un leader dans l'équipe. Malheureusement, son rôle a simplement diminué à mesure que le tournoi avançait. Okay. Caleb Desnoyers aussi, je l'ai mis comme un C. Okay. Caleb Desnoyers a récolté quand même 6 points pour un joueur qui est... Bon, c'est pas un joueur qui est connu vraiment... Oui, il peut produire offensivement, c'est clair, mais on semble vouloir lui attribuer un peu plus le rôle d'un centre, des deux sens de la patinoire, là. Puis je trouve que son tournoi, il y a eu comme un petit boost lorsqu'on l'a combiné avec... Baudouin O'Reilly. Non. Moi, j'ai beaucoup aimé la ligne avec... il a joué avec O'Reilly, n'est-ce pas? Oui, et Baudouin. C'est ça. Oui, c'était Baudouin, là. Ouais. Oui, c'est vrai. Baudouin, c'était le centre. Oui, puis non, je trouve qu'il a quand même bien fait dans ce rôle-là, mais il n'a pas joué avec... Non, ok, c'est ça, oui. Ben, cette ligne-là, c'était la ligne, pas la ligne de puissance, mais la ligne d'énergie, qu'apportait Dale Hunter au tournoi. Puis c'est souvent la ligne qui commençait le match. C'était Desnoyers à gauche, Baudouin au centre, O'Reilly à droite. Oui, mais non, je trouve qu'il a quand même bien fait avec ses partenaires trio. C'était une des lignes qui avait le plus de chimie, je pense, quand même. J'ai adoré ce trio. Dans le tournoi, là. Il semblait avoir une bonne symbiose quand même. Fait que, ouais, Caleb Desnoyers a quand même joué correct. C'est pas un joueur qui a eu un impact immense, mais pour les minutes qu'il a eu, c'était quand même satisfaisant, je peux dire. C'est certainement pas une énorme déception, contrairement à d'autres. Ethan McKenzie est un C+. Honnêtement, ce gars-là, je pense qu'il y a personne qui le connaissait trop. C'est un gars quand même qui n'a pas été drafté, qui a, il y a 19 ans maintenant. Donc, ça fait deux drafts là, quand même qui est éligible. Puis, ouais, je pense que c'est un gars quand même qui était assez solide défensivement. Puis, je pense qu'il a quand même produit 5 points en 5 matchs. J'ai pas la statistique en ce moment même, là, mais ouais, quand même un bon tournoi de sa part. Je pense que c'est pas un gars qui est vraiment flashy sur la patinoire, mais il semble quand même avoir une bonne éthique de travail. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié ça parce que ça manquait dans l'équipe. Puis j'ai mis Cole Baudouin aussi comme un C+. C'est vrai. Okay. Ouais. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, Baudouin. C'était pas égal. Il y a eu des bons puis des mauvais moments à l'intérieur de ce tournoi-là. Mais ouais, il a quand même bien paru lorsqu'il était entouré des bonnes personnes, je pense. OK, intéressant. On n'a pas le même diagnostic sur Cole Baudouin. Dans la mire des C, j'ai le premier gardien, Carter George, pour moi, est un C+.
Je ne pouvais pas le mettre plus haut qu'un C+, parce que même si, oui, il n'était pas nécessairement aidé défensivement, il paraissait un peu faible sur certains lancers. Je n'irai pas nécessairement en détail. Pour quelqu'un qui était le premier gardien, il s'est fait aussi remplacer assez rapidement par Jack Ivankovic, qui connaît le meilleur tournoi. Keane Veerhoff, le jeune de 17 ans, j'ai mis dans un C+. Je trouvais que, bon, pour un jeune joueur de cet âge-là, il prenait beaucoup sa place sur la patinoire. Il appuyait l'offensive quand il semblait voir cet espace-là sur la glace. À la base, c'est un défenseur qui est très bon des deux sens de la patinoire. Je pense qu'il a vraiment prouvé sa place au championnat mondial junior quand il y a eu l'opportunité aussi, parce qu'au début du tournoi, il n'était pas là. Keane Veerhoff, même chose pour Carson Kurels. Côté offensif, le seul C qu'il y a sur mon alignement, c'est Porter Marton avec un C-. Un peu pour les mêmes raisons que toi. Là. Je ne crois pas que Porter Marton faisait nécessairement la grande différence, non seulement sur son trio, mais sur l'équipe. Je pense que avec l'aura un peu derrière Porter Marton, puis l'idée que c'était un excellent joueur, on s'attendait à plus aussi de lui. Il était le capitaine de l'équipe, comme tu as dit, n'a pas été à la hauteur de ce rôle-là pendant le tournoi. Et pourquoi il se retrouve à un C-. Et de là s'ensuit la pluie des B, parce qu'il y en a énormément sur mon équipe de toute façon. Le premier, c'est Ethan McKenzie, un B- qui a été donné pour moi. Ethan McKenzie, tu as donné un C+, c'est pas mal dans la même mire de la chose, et pour les mêmes raisons. Il avait la lourde tâche de reprendre les bévues défensives de Zane Parekh. Puis je pense que ça, c'est énormément sous-estimé dans son jeu d'Ethan McKenzie. Il y a une raison pourquoi il était avec Zane Parekh pendant l'entièreté du tournoi. C'est qu'il est, pour moi, le défenseur le plus responsable de tous les défenseurs qu'il y avait pour l'équipe canadienne. Puis en plus de ça y enlevait un peu cette touche offensive-là. Qu'il a, Ethan McKenzie? Il a une touche offensive. Tu l'as juste pas vu parce qu'encore une fois, il évoluait avec Zane Parekh. Jack Ivankovic est pour moi un B. Pas plus haut, pas plus bas. Je trouve qu'il y a eu un très bon tournoi. C'est dur d'analyser ces gardiens-là parce que notre défensive a tellement été mauvaise. Il y a tellement eu de chances à énorme danger devant sa cage dans l'enclave que c'est dur pour moi de faire un diagnostic là-dessus. Mais après 2 matchs, il avait alloué en moyenne 0,99. Avant le match contre la Tchéquie, ses statistiques étaient les meilleures du tournoi et de loin. Bien là, évidemment, contre la Tchéquie, on a alloué 5. Pas que c'était de sa faute, soit dit en passant, là. Mais si tu as un certain niveau puis tu vas encore plus donner une chance à ton équipe, je pense qu'Ivankovic était peut-être un peu nerveux aussi là, pendant ce match de demi-finale-là. Et ça l'a paru. Harrison Brunik, pour moi, c'est un B. Et la meilleure note des défenseurs canadiens que j'ai, parce que pour moi, des deux sens de la glace, c'était le meilleur joueur. Je parle pas de uniquement dans une zone, je parle de l'ensemble de son jeu. Je pense que c'était le meilleur joueur. Pas que ça l'a paru sur la feuille de statistiques, évidemment, Brunik a fait, je crois, 1 point pendant le tournoi, mais était clairement le défenseur le plus à l'aise, puis selon moi, c'est l'un qui faisait le moins d'erreurs. Il y en a eu quelques revirements là, dans son territoire défensif qui auraient pu... Ils ont probablement fait une certaine différence aussi. Mais autre que ça, je trouve que Brunik a été la personne la plus efficace du côté défensif de la rondelle pour le Canada. Et côté offensif, j'ai Brayden Coots un B. L'échantillon est maigre, mais les minutes qu'il a eues, il y en a eu quelques-uns en désavantage numérique aussi qui ont fait une différence. Puis pour ces raisons-là, je le mets comme un B. J'ai pas grand-chose à dire pour Coots parce qu'il n'a pas joué énormément. Mais dans les minutes qu'il a joué, selon moi, il n'était pas assez mauvais pour le mettre plus bas. Sam O'Reilly se mérite un B+. Je l'ai trouvé excellent, Sam O'Reilly. C'est encore une fois, pour moi, c'est le trio que j'ai le plus aimé regarder, je pense. C'est ce trio Baudouin, O'Reilly, Desnoyers. C'était pas le meilleur trio, mais pour moi, c'est impressionnant à regarder à quel point un troisième trio peut faire une différence. Ouais. Même chose pour Caleb Desnoyers qui se mérite un B. C'était le plus invisible, entre guillemets, des deux, mais Caleb Desnoyers avait la tâche, justement, de jouer ce poste-là d'ailier défensif au sein de ce trio-là. Puis encore une fois, il a fait plus qu'un point par match et il sera de la formation l'an prochain. Faut pas l'oublier, Caleb Desnoyers
Desnoyers est un underager pour le tournoi des championnats mondiaux juniors. Et finalement, dans la colonne des B, Gavin McKenna, un B-. Il a fait 14 points, je m'en fous. C'est l'homme le plus nonchalant, le jeune le plus nonchalant que j'ai vu sur cette équipe-là. Faisait rien pour revenir défensivement, avait aucun cœur, aucun désir pour cette équipe-là. Si c'était juste pour ses prouesses offensives, c'est un A+, Gavin McKenna. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans un tournoi comme ça. Puis on voit que les équipes qui veulent gagner des matchs, ça va paraître sur la patinoire. Et pour Gavin McKenna, ça l'a pas paru du tout. Faut pas oublier qu'il a fait le revirement, qui a causé le but dans un filet désert aussi contre la Tchéquie, alors qu'il pensait déjouer 3 joueurs à la ligne bleue. Ça, c'est pas passé. Bref, on passe à autre chose. Ça, c'était ma colonne des B. OK. Pour moi, il y en a 4. Je vois que ça se retrouve dans les B. Carter George, c'est un B-. Écoute, il a été quand même correct, Carter George. Puis c'est juste, je pense que ses statistiques sont beaucoup impactées là, par l'absence de défensive par moment. Là, c'était carrément ça. Ouais, c'était flagrant. C'est sûr que dans des circonstances comme ça, c'est assez difficile d'avoir de manière de bonnes statistiques. C'est pas le gardien. C'est pas le gardien qui a coûté le tournoi au Canada. Non. Ça, c'est clair. On pourra jamais le blâmer pour le manque de succès de l'équipe. Puis, écoute, je pense qu'un B-, c'est assez fair. Oui, peut-être il y aurait pu avoir quelques arrêts de plus là, par moment. Mais c'est pas là que l'équipe Canada a échoué vraiment. Et Keaton Verhoff aussi, je l'ai mis comme un B-, je pense. Un défenseur qui n'a pas eu beaucoup de temps de glace, assez jeune, mais quand même récolté quelques points malgré tout. Puis, si je le compare à Carson Karels, là, qui était du même âge, 17 ans, je trouve qu'il y avait quand même une petite coche là, sur Karels. Puis, j'ai apprécié son travail quand même. Et je pense qu'il y a du potentiel pour l'avenir, ça c'est clair. Et Michael Misa, je l'ai mis comme un B- aussi. Wow. Ouais, c'est peut-être un peu haut, mais je pense que c'est quand même un gars qui a été chercher plusieurs points pour l'équipe. Écoute, oui, il a manqué de... Je veux pas tellement mettre d'accent sur l'erreur qu'il a fait à la fin du match contre la Tchéquie. Je pense que le tournoi du Canada avait déjà déraillé depuis... pour moi, ça a commencé... Tout a commencé avec justement le match contre la Lettonie. Comme déjà, il y avait des doutes qui étaient semés à ce moment-là. Puis, écoute, je vais pas dire que c'est ça qui a coûté le tournoi au Canada non plus, parce qu'on ne sait pas s'il aurait marqué en avantage numérique ou non. Puis, ça peut paraître grave dans ce moment-là de faire une décision comme ça, mais c'est la pression aussi. Puis, c'est une réaction qui était sûrement plus un réflexe que d'autres choses. Je veux dire, c'est un moment de panique. Puis, ça arrive, c'est un jeune quand même. Fait que je veux pas trop le flageller là-dessus. Là. Je pense que c'est quand même un gars qui a démontré du talent, des aptitudes au cours de ce tournoi-là. Puis il y avait certainement pire là, pour moi dans l'équipe, même si c'est probablement une des fautes qui va rester le plus en mémoire. Zane Perek, je l'ai mis comme un B. Je pense que, écoute, Perek, pour moi, c'est tu peux pas oublier, tu peux pas passer par-dessus les habiletés qu'il a démontrées dans ce tournoi-là. Puis oui, j'ai détesté certaines des choses que j'ai vues de la part de Zane Perek. J'ai juste l'impression qu'il a pas tout à fait acquis le sens des responsabilités qui est nécessaire, par exemple, pour évoluer à un niveau comme la Ligue nationale de hockey. Il y a quand même une certaine progression à faire avant de se rendre là. Pour moi, c'est clair, mais il fit le moule du jeune défenseur en 2026. Puis, c'est un gars qui a visiblement beaucoup de... Les essentiels, les bases du hockey sont vraiment là. Il y a des bonnes mains. En zone offensive, aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est pas un gars que j'ai vu lancer
lorsqu'il n'y a pas de ligne de tir. Ça démontre quand même une certaine maturité aussi, parce que ça, c'est le genre de choses qui peut causer des revirements. Donc, il évite de se mettre dans des positions fâcheuses comme ça. Vraiment, en zone offensive, son travail, il n'y a pas grand-chose à critiquer. Mais c'est juste au niveau du repli, mais avec le bon partenaire, il peut être absolument correct. Puis la décision de le mettre parmi les 3 meilleurs joueurs de l'équipe Canada pour le tournoi, on peut le questionner, là, certainement. Parce que oui, il y a eu des problèmes, mais je pense que c'est quand même un joueur, il ne faut pas négliger aussi. Il a vraiment insufflé une énergie dans l'équipe aussi. Je pense qu'il est allé chercher des buts vraiment, certains des buts les plus mémorables du tournoi pour moi. Puis à quelque part, c'est sûr que ça a eu une incidence, ça a mis un peu de momentum dans les voiles de cette équipe-là. C'est quand même un joueur qui démontrait une bonne assurance sur la glace. Je pense qu'il avait... il est très confiant. Oui, très, très confiant. Puis pour ses difficultés là, en zone défensive, je le pardonne. Écoute, 13 points, c'est exceptionnel pour un défenseur. Mais comme je l'ai dit, il y en a tellement d'autres qui ont eu des problèmes là, en zone défensive. Fait que ce serait pas juste de piquer sur lui seulement, à mon avis. Ça nous a donné mon A. Je pense qu'on a les mêmes. J'en ai beaucoup, là. J'en ai 6, là. T'en as 6? Oui. J'en ai 5. J'en ai 5. OK. Ben, je t'écoute, Phil. 6. Attends, qui est-ce qui... Ouais, Sam O'Reilly est un A-. OK, moi, je l'avais à B+. OK, je comprends. Oui, écoute, c'est un joueur qui m'a impressionné quand même, Sam O'Reilly. Je pense qu'il y a vraiment... l'éthique de travail est absolument là. C'est un des gars qui était le plus vraiment dévoué à la cause, là, quand même. Puis je pense sous son entraîneur-chef, en plus. Oui. Qui l'a échangé, soit dit en passant, hier. Oui. Mais c'était quand même c'était un peu une décision controversée dans un sens, O'Reilly. Du fait que c'était justement le joueur de Dale Hunter. Un peu, tu sais, ça fait penser un peu à la situation de John Cooper et O'Reilly, si tu veux, comme quelque chose dans ce genre. Tu sais quoi, Sam O'Reilly, c'est un Sports Lightning en plus. Oui, mais bon, c'est ça. Fait que je me demandais, OK, est-ce que c'est juste... mais j'ai compris pourquoi il y avait confiance en Sam O'Reilly. Vraiment, c'est un joueur qui est fiable, qui apporte toujours la même énergie puis le même effort au match. Puis encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir plus dans l'équipe, là. Fait que, lui peut être quand même fier de sa performance, j'ai envie de dire. Et Jack Ivankovic aussi, moi, je l'ai mis comme un A-. Ah ouais, OK. C'est quand même un gardien qui avait la meilleure moyenne d'efficacité là, dans ce tournoi-là. Je veux dire, il finit avec un point 917. Moi, j'ai pas eu de problème du tout avec la performance de Jack Ivankovic. La seule chose que je vais rajouter au sujet des gardiens de but, c'est que j'aurais peut-être donné une chance à Joshua Ravensburgen, comme j'aurais aimé voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans ce tournoi-là. Il sera là l'an prochain. Oui, absolument, il sera là. C'est clairement un gardien là, qui a beaucoup de talent et qui peut vraiment être solide là, pour l'équipe Canada. Moi, j'en suis convaincu. Mais je vais continuer de le répéter. C'est pas les gardiens qui ont coûté ce tournoi-là au Canada. Puis Ivankovic, je dois vraiment leur redonner une chance à l'intérieur de tous les matchs. Puis s'est retrouvé souvent dans des positions où il était complètement laissé à lui-même. Puis ça, c'est la faute de la défensive, là, évidemment aussi. Donc, je vais pas trop le critiquer, franchement. C'est un peu difficile. C'est pas un bon... On n'a pas eu un bon sample vraiment pour les gardiens de but, ni l'un ni l'autre. Et T. Jigenla, là, on entre dans le A. Ça, c'est probablement le gars qui a le plus surpassé les attentes, ou en tout cas parmi ceux-là. Parce que vraiment, pour moi, c'est peut-être le joueur qui a démontré qu'il était le plus comme prêt pour la prochaine étape. C'est vraiment le joueur pour moi qui avait la meilleure, qui était le plus complet, qui semblait le plus organisé sur la patinoire. Il y avait comme une autre gear à son jeu. Il y avait comme une compréhension qui semblait différente des autres. Il savait comment manœuvrer sur la patinoire, il savait comment se mettre dans les bonnes zones sur la patinoire, se créer de l'espace, se donner du temps. Il y avait vraiment comme cette espèce de
calme-là d'un vétéran. Puis ça m'a étonné. Je ne m'attendais pas nécessairement à voir ça de lui. Mais évidemment, son père aussi, qui est un joueur très intelligent également. Ouais. Donc, on peut voir le sens, là, vraiment le sens pour le hockey qui semble déjà bien instauré là, pour TJ Ginla. Donc, pour moi, oui, c'est absolument un joueur que je vais surveiller à l'avenir. Là. J'ai beaucoup d'espoir pour lui. Je pense que sa transition là, est imminente. Avec Utah. Oui, il est absolument prêt pour au moins là, avoir une chance avec le grand club. Brady Martin aussi, je l'ai mis comme un A. OK. Je trouve ça dommage qu'il se soit blessé. Je trouve que c'est un gars qui apportait vraiment une énergie sur la patinoire. Brady Martin, il a vraiment ce grit-là dans son jeu aussi. Il peut jouer en désavantage numérique comme il pourrait jouer en avantage numérique aussi, vraiment, parce qu'il a le lancé pour ça également. C'est un joueur qui a quand même du skill aussi, mais qui est vraiment c'est vraiment un joueur d'impact. C'est un attaquant de puissance. Ouais. Il me fait penser à il manque un peu, oui, comme il y a des joueurs qui ont peut-être un peu plus de finesse, là, c'est sûr, il y a certaines habiletés peut-être pas aussi développées que d'autres, mais non, j'ai quand même beaucoup aimé son tournoi, puis vraiment l'énergie qu'il amenait à l'équipe. Il a marqué quelques buts aussi, moi ça a été un joueur qui m'a quand même impressionné, puis que je pourrais voir des parallèles peut-être avec un Brady Ketchuk, par exemple, ou quelque chose dans ce genre-là. Comme il semble vraiment suivre ce chemin-là, puis il semble très à l'aise dans ce style-là. Puis à 19 ans, c'est pas tous les joueurs qui ont cette hargne-là, cette fougue-là dans leur jeu. Fait que ça, c'est quelque chose de spécial. Puis ça peut l'emmener quand même quelque part parce qu'on en cherche encore des joueurs dans ce profil-là. Il y a une raison pourquoi il est repêché 5e et tout le monde capotait. Oui, c'est rare. Il y a quelque chose de spécial quand même, Martin. Puis j'ai mis Gavin McKenna aussi comme un A. Puis ça, c'est sachant qu'il aurait pu faire beaucoup mieux encore, je pense. Ouais. Des fois, il y a eu quelques instants, quelques flashs dans ce tournoi-là où je l'ai regardé puis j'ai dit, mais pourquoi il fait pas ça tout le temps? Comme, tu sais qu'il y a l'autre gear à son jeu, mais il est juste pas toujours... Je sais pas si c'est de la nonchalance ou qu'est-ce que c'est. C'est un manque d'engagement, mais... tu le vois là, qui peut dominer complètement ce niveau, ce calibre-là de jeu. Comme il aurait pu, pour moi, il était, je sais pas ce qui lui manquait, mais il était pas loin d'être un Connor Bedard pour cette équipe-là. C'est juste que il est pas toujours green light go, puis on dirait qu'il est un peu hésitant sur la patinoire. Il attend peut-être que le travail soit fait pour lui. Je sais pas, je veux juste qu'il y ait un peu plus cet instinct-là de dire OK, je vais aller chercher la rondelle, ça va être moi, ça va être. Il faut qu'il se mette dans la peau vraiment du leader puis du personnage principal, comme je pense il peut vraiment l'être. Puis il était bon quand même, McKenna. Je veux dire, c'est juste qu'il y a tellement d'attentes pour lui. Je pense il y avait eu beaucoup de discussions un peu négatives là, l'entourant avant le tournoi également. Puis il y a quand même. Il y a pas de joueur qui s'amenait avec plus de pression dans ce tournoi-là que Gavin McKenna. Je pense c'est clair. Puis je pense qu'il a quand même bien répondu aux attentes. Je veux dire, ça n'a pas été. Ça n'a pas été le meilleur leader pour cette équipe-là aussi. Je pense que personne ne l'a vraiment été. Là. Ça, c'est un gros problème au niveau du leadership. Mais je pense quand même que c'est un joueur qui est exceptionnel, qui a un talent fou. Puis qu'il faut juste qu'il enclenche un peu plus, puis qu'il soit juste plus orienté, plus présent dans le moment. C'est des petites choses pour Gavin McKenna, mais je suis confiant que ça va se faire. Puis il n'y a pas eu un mauvais tournoi, il n'y a pas eu un tournoi non plus de first overall pick. Ça, c'est sûr, c'est dommage, mais je pense quand même qu'il a au moins maintenu son niveau pour comme le repêchage. Là. Je pense qu'il reste à peu près comme au même échelon pour moi. So,
pas mauvais, pas terrible, mais ça mérite un A parce que je veux dire, il a quand même bien joué. C'est juste parce que c'est Gavin McKenna, on se dit mais tu sais, c'est lui qui est supposé de gagner le tournoi à lutte. C'est pas si facile que ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à le faire. Beda, bon, peut-être dire ce nom-là, là, mais. On peut facilement dire ce nom-là. Ouais. C'est rare, là, un joueur qui peut gagner un tournoi à lui seul. Donc, moi, je suis quand même assez relativement fier de ce qu'il a produit. Et ça me laisse juste avec un A+, qui est Michael H. C'est 2 buts, 13 passes, 15 points. C'est lui qui en a marqué le plus dans le tournoi. Puis il aurait pu avoir peut-être 4-5 buts avec un peu plus de chance. Ouais, parce qu'il a frappé 3 poteaux contre la Tchéquie. Il a marqué 2 tirs de pénalité. Ouais, il semblait avoir un peu une malédiction, Michael H. Mais je pense honnêtement, c'est lui qui drivait son trio aussi. Comme vraiment, c'est un gars qui semble avoir une excellente vision, des facultés de passeur, de fabricant de jeu. Puis souvent, c'est des joueurs, des rôles qui sont un peu négligés, mais je sais que ça peut être un apport immense. T'sais, si tu mets ce gars-là avec un bon marqueur, un marqueur élite, c'est clair que ça va faire des flamèches. Là. Fait que c'est un gars quand même qui a été très impressionnant pour moi, qui a quand même une game mature. Puis, il a fait quelques erreurs comme tous les autres, là, d'ailleurs, mais s'il y en avait un là, qui était un peu plus impressionnant que les autres, pour moi, c'était lui. OK. Je vais être d'accord avec le Hage A+, mais on va attendre pour ça. J'ai aucun joueur qui sont dans le A-. Ça commence avec Cole Reshny. La seule personne qu'on a vraiment comme pas le même rendement, pour moi c'est Cole Reshny parce que même si Cole Reshny était sur un 4e trio, c'était la personne de confiance, non seulement en désavantage numérique, mais aussi pour des mises en jeu qui étaient importantes et il les remportait, ces mises en jeu-là. Il a aussi pris le flambeau que Brady Martin avait laissé sur cette 2e ligne-là en fin de tournoi et a marqué 2 buts d'ailleurs, je vous le rappelle, quand il en faisait partie. Il faisait partie de la première vague d'avantage numérique, a rempli de minutes très impressionnantes, Cole Reshny. Et pour quelqu'un qui était peut-être invisible dans les 2 premiers matchs, ça l'a pas paru durant l'entièreté du tournoi. Pour moi, j'ai rien à dire contre Cole Reshny. C'est un peu ça, comme il n'y a rien. En regardant parce que j'ai regardé tous les matchs aussi, faut pas l'oublier. Là, on était là pour regarder les matchs, c'est pas juste des faits saillants. Pour avoir regardé les matchs, il n'y a jamais un moment où je me suis dit Cole Reshny est pas bon. Jamais, je me suis dit Cole Reshny est pas bon. Et c'est dans des moments cruciaux que tu remarques les grands joueurs. Et pour moi, Cole Reshny a fait ce job-là avec brio. C'est dans les petits détails que Cole Reshny a été brillant pendant ce tournoi-là pour moi. L'autre, c'est Cole Beaudoin. Un peu pour les mêmes raisons. Je pense que pour moi, c'est le meilleur joueur offensif de ce trio-là, composé de Beaudoin, O'Reilly et Desnoyers. Puis, c'est souvent la personne qui un peu finissait ces jeux-là, était là devant le filet, était responsable défensivement. Il y a une raison pourquoi c'était le premier trio envoyé par Dale Hunter avant chaque match. C'est parce qu'il fait une différence, ce trio-là. Et pour moi, écoute, avec O'Reilly aussi, là, qui a fait de l'excellent travail, mais c'est un des joueurs qui était le plus remarqué sur la patinoire. Et j'en parlerai pas trop des 3 autres. Iginla et l'autre A, pas A+, mais bien A sur cette équipe-là. J'y ai même pas pensé, mais quand tu l'as dit, je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'était le joueur le plus prêt pour les grandes ligues. T'sais, quand tu penses à un joueur de la Ligue nationale de hockey, tu penses pas à ce que Michael Hage faisait, tu penses pas à ce que Gavin McKenna faisait, parce que ça, c'est des fantaisies que tu fais contre des joueurs juniors. Tu penses à la maturité puis l'essentiel du jeu du hockey, c'est-à-dire un lancer franc qui est puissant, qui est convaincant aussi dans l'enclave, des passes qui sont simples, des décisions sur la patinoire qui sont bonnes. Tu sais, le 2 contre 1 qu'il y a eu avec Misa contre la Tchéquie puis qu'il l'a lancé directement dans le gardien, le résultat ne fait pas l'idée que la décision était la bonne. Parce que Michael Misa était derrière un défenseur tchèque qui plongeait sur la patinoire. Il n'y avait aucune chance de passe devant le filet. La décision était la bonne, juste le lancer n'était pas nécessairement précis. Bref, ce genre de choses-là fait en sorte qu'un joueur de hockey peut atteindre le prochain niveau. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Pour moi, TJ Iginla était de loin le meilleur joueur sur son trio et était la raison de pourquoi son trio, selon moi, était efficace et a récolté autant de points. J'ai 2 personnes dans la section d'A+, Brady Martin et Michael Hage. Michael
Michael H, c'est sans équivoque. Là. Ce gars-là était une révélation, puis en tant que fan du Canadien de Montréal, je suis tellement content de ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi, mais Michael Hage, à chaque fois qu'il était sur la patinoire, il y a quelque chose qui se passait. Il n'y avait pas une entrée de territoire qui n'était pas sur la palette de Michael Hage. Michael Hage était l'encre du meilleur trio du tournoi. Et ça en vaut beaucoup pour les yeux de tous. Kent Hughes avait aussi mentionné que même s'il était excité du tournoi de Michael Hage, évidemment, il va rester dans la NCAA pour la prochaine saison. Il va continuer de dominer à ce niveau-là. Mais je pense que ça va donner un grand niveau de confiance en Michael Hage. Yeah. J'ai hâte de voir la prochaine étape. Et pour moi, Brady Martin, c'était à plus. Que dire de mal par rapport au travail de Brady Martin? Était dans les coins, était féroce d'ailleurs, allait rechercher ces rondelles-là, faisait le travail que Michael Hage et Gavin McKenna ne peuvent pas faire nécessairement sur une patinoire. Et ce travail-là était tellement important pour la formation canadienne qu'il se mérite à plus. Et ça l'a paru quand il n'était pas là aussi d'ailleurs. Écoute, je vais applaudir le travail de Cole Rushney, mais il n'est pas Brady Martin, qui est un niveau au-dessus. Et les Prédateurs ont tout qu'un joueur dans leur pool d'espoir pour les prochaines années. Si ce gars-là devient ce qu'on pense qu'il peut devenir, ça va être incroyable comme rendement. Ça, c'était notre bulletin. Seul Cole Rushney, vraiment, était la grande disparité entre nos deux bulletins, ce qui est plaisant. On a quand même eu une analyse similaire de ce qui s'est passé au championnat mondial junior. Puis hâte de voir ce que l'année 2026 va nous réserver pour ce championnat d'ailleurs. Côté sporadique, Phil, parce que c'est le temps de passer à notre segment sporadique rapidement, mais sûrement. Je te parle de Glenn Hall, qui malheureusement est décédé à l'âge de 94 ans. Évidemment, côté sporadique, habituellement, on ne parle pas de hockey du tout, mais j'avais pas le choix. Cette nouvelle-là est dévastatrice pour le monde du hockey et les gardiens généraux d'ailleurs. Un membre du Sable de la renommée, gagnant d'une Coupe Stanley en 1961 avec les Blackhawks de Chicago. Remporte un Conn Smythe en 68 dans un effort perdant d'ailleurs contre le Canadien de Montréal. Ce qui est arrivé que 8 fois maintenant avec Connor McDavid qui l'a réussi il y a 2 ans. 3 trophées Vézina à son actif. Et selon moi, l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la Ligue, 552 matchs sans se retirer des 2 poteaux. Ça n'arrivera pas pour le restant de la Ligue nationale de hockey. Il n'y a aucune chance parce que c'est beaucoup de matchs à jouer. Et Glenn Hall en a joué 552 consécutivement. Était aussi malheureusement le gardien qui était là pour le fameux but de Bobby Orr en plongeant sur une passe de Derek Sanderson en finale de 70. Mais ça, c'est juste le seul mauvais moment de l'histoire de Glenn Hall. Fun fact par rapport à Glenn Hall, d'ailleurs, avant tous les matchs, il vomissait tellement il était nerveux. Et pourtant, il est devenu l'un des gardiens les plus élites de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et pour ça, il se mérite un petit moment dans mon segment sporadique. Glenn Hall, bon shout. Et moi, je vais avec du local, Mathieu, la Coupe de l'Acadie, qui est le seul rendez-vous de basketball scolaire mettant en vedette des écoles francophones dans les Maritimes. Si Pierre Duguay-Boudreau nous écoute par un quelconque hasard, serait sûrement content de l'entendre. Et c'est la 3e édition donc, de ce tournoi-là. Il y a 22 formations qui compétitionnent cette année. Donc, ça a beaucoup monté là, l'intérêt puis la participation au cours des dernières années. Donc, dans 3 divisions différentes. Et c'est 2 week-ends de compétition cette année, puisqu'on a augmenté beaucoup le bassin d'équipe. C'est celui-ci et le prochain. Tu seras heureux d'apprendre aussi que les républicains de la Cité des Jeunes d'Edmundston vont compétitionner. De même que mon école secondaire, les Matadors, les vedettes de Mathieu Martin qui vont y être aussi. Donc, un peu partout dans la province, là, des jeunes qui vont venir seront au nombre de plus de 200 là, quand même pour cet événement-là. Donc, c'est bien de voir quand même un sport qui, je dirais, était un peu dans l'ombre dans la région. Parce qu'évidemment, les Maritimes, quand même, c'est le hockey qui prône, qui domine depuis longtemps. Le soccer aussi. Le soccer aussi, absolument. Donc, c'est un peu un sport qui est oublié parfois. Et basketball, ça reste un sport canadien aussi. Donc, techniquement parlant. Smith. Techniquement parlant, ça l'est. Et donc, content quand même de voir que ça se développe et qu'il y a de la relève dans ce sport.
sport-là. Absolument, j'ai hâte de voir si on va retrouver peut-être une autre équipe semi-pro. On en a eu quelques-unes dans les dernières années, mais toujours la faillite qui a fait mal. Puis hâte de voir si on va pouvoir supporter d'ailleurs ce sport côté Moncton dans les dernières prochaines années. Je sais pas, c'est difficile parce que l'intérêt, ce qui est vraiment présent, je me dis, peut-être avec les gens qui arrivent de l'extérieur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'immigration quand même également, peut-être qu'il peut avoir un éventuel intérêt à Moncton. C'est sûr que... Même une équipe universitaire. Les installations sont là. Ben oui, c'est pas ça qui manque, mais c'est de... Évidemment, une équipe sportive, c'est beaucoup de dépenses quand même. Ouais. Puis ça prend des gens pour payer ces billets-là aussi. Fait que, des technicalités. Franchement, moi, j'ai pas eu ça quand je suis allé voir. C'est super. Je suis pas fan de basketball vraiment à la base. Mais vraiment, l'expérience basketball, là, courtside. C'est bien. Comme une célébrité. Non, mais c'est parce que j'étais allé faire un reportage. Oui, c'est vrai, j'étais là. Oui, j'étais allé faire un reportage. Oui, c'est moi. C'est toi qui m'avais. Absolument. Oui, c'est toi qui m'avais donné les accès. Absolument, mon J'avais Dieu. un infiltrateur. Là. Absolument. Ouais. J'avais été avec mon grand chum Félix Arsenault d'ailleurs, shout-out. Pour ce qui est de nos 3 étoiles de la semaine maintenant pour bien terminer ce 86e épisode. Je vais de ma 3e étoile, Phil. Jordan Bennington, tu vas te dire qu'est-ce qu'il a fait. Rien de bon, mais c'est ça le positif. Parce que dans la défaite de 7-3 des Blues hier, Jim Montgomery voulait retirer Jordan Bennington. Joel Hofer se cachait dans le vestiaire et j'espère qu'il y aura maintenant querelle entre Montgomery et Bennington. Comme ça, Logan Thompson pourrait être le partant pour l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. C'est une version des choses qui n'est probablement vraiment pas vraie, mais je le souhaite. Ma 2e étoile sera le duo Tchéquie-Suède pour cette finale des championnats mondiaux juniors. Écoute, je les aurais mis sous 2 piédestals, mais on s'attendait beaucoup de la Suède et un peu moins de la Tchéquie. Et l'idée qu'ils ont remporté l'argent, je trouve que ça mérite autant de crédit que ce que la Suède a été capable d'accomplir. Et finalement, ma première étoile, bien évidemment, sera Glenn Hall. Écoute, même avec son décès, il faut profiter de l'idée que c'est une légende du hockey qui n'est plus parmi nous, malheureusement. On souhaite le meilleur à sa famille, amis et bien sûr la communauté du hockey professionnel. Mathieu, moi, je fais un énorme shout-out pour ma 3e étoile de la semaine. Premier tour du chapeau en carrière cette semaine pour la légende des Sharks de San Jose, Pavel Regenda. C'est vrai, il a fait un tour du chapeau. Oui, il a marqué un tour du chapeau face au Lightning de Tampa Bay. Et ça, c'était seulement à son 25e. En tout cas, il y a seulement une vingtaine de matchs en carrière. C'était peut-être son 22e, 23e, peu importe. Son 6e de la saison. Une statline incroyable aussi de 6 matchs joués, 6 buts, aucune passe. Donc, un joueur qui sort un peu de nulle part, là, on va se le dire, à 26 ans, undrafted. Mais c'est le fun quand même de voir des histoires comme ça. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre pour lui avec une équipe des Sharks quand même qui donne des chances à un peu tout le monde. Parce que Igor Chernyshov en un an. Oui, c'est là où ils sont présentement. Donc, une belle place pour se développer puis découvrir peut-être des talents inattendus. Et 2e étoile de la semaine, je vais avec le Hajar Abdelkader. Mathieu, tu l'avais mentionné, mais je n'avais pas le choix de la plugger quelque part dans l'émission. Je ne sais pas comment elle est une étoile. Là. Elle a peut-être brillé par son incompétence ou peu importe. Ou juste l'idée qu'elle était là. L'idée qu'elle était là. Écoute, déjà, c'est un flex quand même de dire que tu as joué dans un match niveau ITF. Puis elle a quand même remporté 4 points. Genre, c'est un peu comme si toi ou moi, on allait jouer un match ITF, puis on gagnait 4 points. Moi, je serais quand même fier 100%. de mes 4 points, je veux dire. C'est pas rien quand même. Elle a perdu 6-0, 6-0, mais c'est l'effort qui compte. C'est ça. Comme on dit. Ça a donné des images qui circulent partout sur le web parce que c'est hilarant. On regarde la technique au service. Ça marche pas. Là. Il y a clairement quelque chose qui n'a pas été expliqué dans le cours qu'elle a pris avec son entraîneur personnel parce que ça se peut pas. Je pense qu'elle est
les Égyptiennes, Hajar Ouais, Abdelkader, absolument. là, si j'ai bien vu. Puis on comprend pas trop. En fait, l'histoire, c'est qu'on comprend pas trop comment elle s'est rendue là. C'est ça. Mais elle a eu une invitation d'une façon ou d'une autre. Et bon, ça a donné un match qui était assez à sens unique. Là. L'autre de l'autre côté du filet, j'ai pas son nom, mais elle devait se poser des questions. Première étoile de la semaine pour moi, je veux simplement dire l'équipe Suède au tournoi junior mondial de l'IHF, parce que vraiment pour moi l'équipe Suède, c'est toujours la question de bon, ils peuvent peut-être gagner tous leurs matchs dans les matchs préliminaires là, mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc il y a toujours ce doute-là avec l'équipe Suède. Puis, bon, cette année, heureusement, ils ont pas encore fait le choke là, parce que c'est arrivé à quelques reprises. Une équipe qui a juste gagné 3 fois dans son histoire, étonnamment. Parce que quand même des bonnes équipes là, au fil des années. Mais ouais, je pense que c'était vraiment l'équipe qui méritait de gagner cette année. C'était l'équipe Suède. C'était absolument mérité parce que vraiment sur toute la ligne, là, ils ont été plus constants. Ils ont été plus organisés que toute autre équipe. Je pense que c'était vraiment une équipe où chaque trio contribuait à sa façon. Tout le monde avait son rôle. Tout le monde comprenait ce qu'il pouvait apporter puis comment il devait jouer pour l'équipe. Donc vraiment, c'était vraiment une équipe soudée puis une équipe comme on en voit rarement au championnat du monde junior, parce que souvent avec la jeunesse et tout, il y a beaucoup d'esprits qui clashent, etc. Puis ça crée des petites tensions, de l'animosité, puis ça rend la situation souvent un peu volatile. Mais l'équipe Suède n'a jamais paru volatile dans ce tournoi-là. Ils avaient l'air vraiment steady tout le long. Puis ça, c'est spécial. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand même? So, félicitations. 100%. D'ailleurs, beaucoup de jeunes joueurs qui vont... La Suède va être encore impressionnante l'an prochain. Là, fait que soyez là pour ça, bien sûr. C'est ce qui va terminer ce 86e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode Wojtek Wolski, qui ne verra pas son pays représenté, malheureusement, au championnat junior. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Apple Podcast et bien sûr sur Spotify ou sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV chaque vendredi. À mon nom, c'est Landry, moi de Philippe Girard. On vous souhaite un bon match. Une production de Podcast NB.